Bonjour et bienvenue dans le calendrier de l'Avent du produit. Tous les jours, du 1er au 24 décembre, nous allons partir à la rencontre d'un ou d'une passionnée du produit qui va nous parler de sa vision, de ses challenges et d'un sujet qui lui tient à cœur. Et aujourd'hui, c'est Alexandre Godet, cofondateur d'Ixo, qui est avec nous. Salut Alexandre, comment ça va ? Salut Timothée, ça va super. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, déjà merci beaucoup de ton invitation. Je suis ravi de pouvoir participer à ton podcast. Donc pour me présenter, j'ai 33 ans, je suis marié, je suis papa d'un petit garçon qui a 8 mois. Et puis voilà, j'ai commencé ma carrière dans une école de commerce à Marseille. Et ensuite j'ai intégré le milieu de la communication digitale où j'ai travaillé en agence dans le groupe TBWA et puis chez SNCF où j'organisais des concerts dans les TGV, c'était assez sympa. Et ensuite j'ai basculé dans le monde du conseil où j'ai travaillé chez Alten pendant 5 ans et puis j'y suis parti en 2020 pour monter Ixo. Là aujourd'hui tu es actuellement cofondateur chez Ixo. Est-ce que tu peux nous dire quelle est votre vision et votre mission ? Oui bien sûr, écoute, avec mon associé Aurélien, on a créé Ixo il y a 2 ans. Notre mission, c'est d'aider les entreprises à concevoir et à améliorer leurs produits digitaux en renforçant leurs équipes produits. Donc on est sur une approche de renfort opérationnel des équipes produits. Alors il faut savoir qu'Aurélien et moi, on se connaît bien parce que on s'est rencontrés à l'école de commerce, donc il y a plus de 10 ans. On est assez complémentaires et Ixo, c'est un peu notre bébé à tous les deux. Donc aujourd'hui, Ixo, c'est une vingtaine de consultants, PO, PM, product designer, qui travaillent avec des entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité. Donc on travaille dans les médias, on travaille dans les transports, l'énergie, l'immobilier ou les services financiers. Un des avantages des cabinets de conseil en produits, c'est aussi l'esprit de communauté et de partage qui permet de maximiser la montée en compétences et la transmission du savoir. Comment est-ce que ça s'incarne chez Ixo ? Alors, chez Ixo, je vais être assez transparent. Nous, on est une jeune société. Donc on a encore des choses à structurer à ce niveau-là, mais effectivement c'est très important dans le conseil ces sujets de montée en compétences et de transmission du savoir. Donc nous on a on va dire 3 initiatives en interne qui nous permettent cela. La première chose c'est qu'on a des outils comme Slack et comme Notion qui permettent aux consultants d'échanger, de trouver des ressources, de partager leurs réussites ou de poser des questions, donc de manière assez instantanée. Ensuite en intégrant Ixo, chaque consultant choisit un projet ou un chantier qui va contribuer au développement de l'entreprise dans une logique vraiment de co-création de l'entreprise. Et par exemple, on a un chantier qui consiste à développer une sorte de e-learning pour apprendre un peu les bases de la tech en codant soi-même une application. Donc ça prend la forme d'une mini-série Netflix en différents épisodes de 15 minutes. Et c'est assez utile pour les PM de l'équipe qui souhaitent développer leur fibre tech, par exemple. Le dernier point qu'on a mis en place, c'est des after-work. Alors là, c'est un peu moins product, mais ça permet de créer de la cohésion et c'est super important. Et puis voilà, pour la petite anecdote, on a par exemple fait un cours de fabrication de mozzarella. Autant te dire que quand on est entre collègues, les doigts dans le fromage, ça resserre assez vite les liens. Voilà. Et c'est quoi la réussite dont t'es le plus fier par rapport à Ixo ? Je vais en citer 2, une qui est un petit peu macro et l'autre qui est plus concrète. La première, on va dire que c'est d'avoir avec Aurélien réussi en 2 ans de créer, de lancer une entreprise qui est humainement saine, qui est financièrement rentable. Et c'est d'autant plus une réussite que, vu la conjoncture actuelle, nous on est des entrepreneurs qui sommes propriétaires à 100% de notre entreprise. On n'a pas d'investisseurs derrière, donc ça c'est pour moi une belle réussite. C'est évidemment aussi possible grâce au travail des consultants, de nos premiers consultants qui nous ont vite permis de créer des relations particulière et de fidéliser nos clients. Et ensuite, la deuxième initiative dont je suis assez fier, c'est qu'on a lancé un product club, donc qui est une initiative qui a 1 an et qui est un club en fait dédié aux CPO et aux Head of Product pour partager leurs expériences entre pairs sur des problématiques produits de niveau managérial. Donc ça parle d'orga, ça parle de process, ça parle de méthode, de management. Et à chaque soirée du club, on a une quinzaine de membres qui partagent sur une thématique donnée qu'on a défini à l'avance. Et c'est un concept qui plaît bien, qui a permis la création d'une petite communauté d'une 50aine de CPO et que j'espère voir grandir l'année prochaine. Et qu'est-ce qui pour toi rend Ixo différent des autres cabinets de conseil ? Alors nous, on a voulu créer Ixo dans une approche de construire une société de conseil à taille humaine avec des valeurs qui nous ressemblent à Aurélien et moi.
Donc on est dans l'humilité, on est dans le pragmatisme, on est dans la bienveillance, et on croit vraiment au modèle vertueux de la prestation de service, dans le sens où ça apporte un gain aux entreprises en termes d'apport d'expertise en produits, de flexibilité, d'avoir des ressources externes, mais aussi ça apporte des bénéfices pour les consultants. On y reviendra, je pense, après dans la discussion. Et ce qui peut nous distinguer, c'est qu'on a une approche assez pragmatique finalement du produit. Pour nous, il n'y a pas qu'une seule manière de faire du product. Finalement, il y a autant de manières de faire du produit que d'organisation de produit. Chaque organisation et chaque entreprise a ses spécificités, a son historique, a ses contraintes. Et je prends toujours cet exemple, mais on fait pas du produit de la même manière sur un site grand public, média B2C, que sur un produit SaaS de niche dans le B2B, quoi. Il y a des choses qui peuvent effectivement varier. Et nous, on aime bien cultiver cette différenciation et s'adapter à ces différences qu'on a chez nos clients. Et toi, est-ce que personnellement, il y a quelque chose que tu as découvert concernant le produit récemment ? Alors récemment, on va dire à l'échelle d'XO, oui, au moins là depuis qu'on a lancé XO, ce qu'on a vu en partageant avec des CPO et des head-off, c'est que au début on pensait que la maturité produit c'était l'apanage des startups et des scale-up, mais en fait on voit qu'il y a beaucoup de grands groupes qui ont une organisation et un mindset produit qui ont effectivement besoin d'un peu plus de temps pour transformer leur organisation, mais certains ont vraiment des pratiques qui sont très intéressantes et parfois plus product que certaines startups. Et d'où notre rôle à nous, XO, c'est de nous adapter à ces différents niveaux de maturité finalement, sans porter de jugement sur les pratiques, mais plutôt de nous adapter à ces différents contextes. Et j'imagine que vous avez plein de ressources internes pour faire de la veille, mais toi, comment est-ce que tu fais pour rester curieux sur le produit en dehors de ces ressources-là ? Alors moi perso, j'aime beaucoup ce que fait le ticket. Ça va pas être très original, mais en tout cas, moi je suis un grand fan. J'aime bien leur ton. Je trouve que quand ils sont arrivés et qu'ils ont lancé ce média, ça a apporté vraiment un ton assez rafraîchissant, une touche d'humour, de légèreté dans l'écosystème produit. Donc j'aime bien. Et puis après, je vais peut-être faire un peu d'auto-promo. J'invite les gens qui nous écoutent à aller passer une tête sur le LinkedIn XO, sur lequel on partage des interviews de product leaders qui nous partagent pour le coup des façons de faire du produit, des méthodes, des pratiques produits assez intéressantes à connaître. C'est le produit de la semaine, c'est ça ? Exactement. On passe maintenant à la seconde partie, qui concerne plus ta vision produit. C'est quoi pour toi le mode produit ? Alors, pour moi, le mode produit, on va dire théoriquement, c'est une démarche qui va reposer sur 4 principes ou 4 grands axes. Le premier, c'est d'être focus sur l'utilisateur et de s'attacher à identifier ses problèmes avant de réfléchir à d'éventuelles solutions. Le second axe, ça va être d'identifier et de mesurer les résultats de son produit ou de sa feature, au lieu de supposer un peu au doigt mouillé l'impact que ça peut avoir, le ROI que ça peut générer. Le troisième axe pour moi, qui est on va dire le plus démocratisé, c'est la conception itérative, donc avec une touche d'agilité dans le delivery. Et le dernier point, ça va être qui est très important, je pense aussi, c'est le travail en équipe pluridisciplinaire, ou en tout cas en essayant d'inclure au plus tôt les métiers, la tech, la data, le design en amont dans la conception du produit. Et ça, c'est vraiment le job du PM. Et selon toi, est-ce que toute organisation peut passer en mode produit ? Et c'est quoi, selon toi, les plus gros freins qui bloquent le changement que l'on rencontre généralement ? Alors, selon moi, toutes les organisations, oui, peuvent basculer en mode produit. Après, les freins, c'est souvent une histoire de culture ou de mindset. Donc voilà, pour transformer une organisation, il faut toujours des sponsors, il faut toujours qu'il y ait des leaders qui insufflent, on va dire, une nouvelle façon de voir la conception d'un produit digital, un nouveau mindset. Après, voilà, tous les produits ne se font pas en mode produit, enfin tous les projets, ne se font pas en mode produit. Je prends cet exemple assez souvent, mais quand on refait sa cuisine, on va pas tester en mode MVP l'utilité de certains placards. On va faire les choses en entier, on va refaire la cuisine tout d'un coup. Donc voilà, il y a effectivement des pratiques qui s'y prêtent plus ou moins, quoi.
Après, le coût du mode produit pour les cuisinistes, c'est peut-être un concept à creuser. Hein. Faudrait réfléchir. Tu parlais de trouver des sponsors. Du coup, j'imagine que quand vous arrivez dans une organisation, un de vos buts premiers, c'est de trouver qui va être capable d'accompagner le changement. Oui, effectivement, c'est un enjeu important d'identifier qui vont être les prescripteurs, qui vont être les personnes qui sont en charge d'acculturer les organisations. En règle générale, il y en a quand même plusieurs, et souvent d'ailleurs les équipes elles-mêmes, qui travaillent au quotidien sur les produits, sont assez en demande finalement de ces transformations. Et toi, quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans le produit aujourd'hui? Alors je lui dirais qu'il a fait le bon choix déjà, et ensuite je lui dirais de se concentrer et de se consolider ses bases sur la partie delivery. Je pense que c'est, on va dire, la première brique du job. Savoir prioriser, savoir dire non, savoir faire le lien entre les différentes parties prenantes, c'est vraiment un rôle à part entière, et pour moi il faut savoir le maîtriser avant de passer à des étapes qui sont peut-être un peu plus sexy que sont la discovery ou la roadmap, la stratégie, etc. Donc voilà, cette connaissance du delivery, c'est un peu primordial, je pense. Et qu'est-ce qui fait pour toi une bonne équipe produit? Bah écoute, je trouve qu'une équipe produit est mature à partir du moment où elle a réussi à industrialiser un peu sa pratique du test and learn. En tout cas, qu'elle laisse la possibilité à ses équipes d'avoir des échecs, de se tromper. Ça, c'est possible que quand il y a une maîtrise importante et des outils qui permettent de mesurer de la donnée, enfin de récupérer de la donnée et de mesurer quand un produit ou quand une feature elle fonctionne pas. Donc ça, c'est la première chose qui est un peu primordiale. Et l'autre aspect, c'est qu'il faut un esprit un peu bienveillant dans les équipes pour permettre du coup la place à l'échec. Donc voilà, je pense que c'est important de savoir quand on fait du produit, il faut accepter ne pas tout savoir, il faut accepter se tromper, accepter d'être dans l'incertitude. Et on revient un peu à la notion d'humilité dont j'évoquais tout à l'heure dans les valeurs d'IXO. Je pense que c'est important d'avoir ce mindset-là. Et du coup, j'imagine que quand vous recrutez quelqu'un, comme les valeurs que tu vois dans le produit, c'est un peu les mêmes que tu vois chez IXO, ça facilite grandement le recrutement. Oui, tout à fait, c'est super important. On parle beaucoup des soft skills dans notre métier, donc je vais pas la réinventer ce qui se dit déjà là-dessus, mais oui, en tout cas moi, avec Aurélien, quand on recrute un profil, on attache beaucoup d'importance à l'humilité, au fait que on ne sait pas tout, et même je pense les plus grands gourous du produit admettent qu'ils ne savent pas nécessairement tout, donc je pense que c'est très important. Et toi, est-ce qu'il y a un produit que tu as découvert récemment qui a guéri une de tes souffrances au quotidien? Alors, une de mes souffrances à moi, pas nécessairement, mais un produit que j'utilise assez souvent et que je trouve socialement super utile, c'est une plateforme de mentoring qui s'appelle demain.org, qui a été développée par une association qui s'appelle Article 1. Et en fait, c'est une plateforme qui met en relation des jeunes de 18 à 25 ans et des mentors, donc en fait des cadres, des gens qui sont dans la vie professionnelle, dans le but que une relation se crée entre eux afin d'aider les jeunes dans la réussite de ses études, dans son insertion professionnelle, etc. Et moi, j'utilise du coup cette plateforme-là pour suivre un jeune, et c'est super bien fait. Au début, on a tout un tutoriel pour nous apprendre à coacher la personne, à finalement lui apprendre à faire et à pas faire à sa place. Et ensuite, on est suivi pendant toute l'étape de mentorat, avec des rappels, avec des rendez-vous, avec des notifications pour nous demander si ça va bien, etc. Et donc voilà, j'invite vraiment tout le monde à aller jeter un coup d'œil à cet assaut Article 1, qui est vraiment super. On passe maintenant à la troisième partie qui est le thème du jour. Tu as choisi de nous parler de conseils en product management. Qu'est-ce que tu entends par là et pourquoi avoir choisi ce thème? Alors pour moi, c'est super important effectivement d'aborder cette thématique-là parce que ça veut dire beaucoup de choses, faire du conseil en product management. Mais je pense que ce qu'il faut voir pour un product manager, c'est que quand il intègre une société de conseil, c'est vraiment pour lui l'opportunité de découvrir plusieurs organisations produits en peu de temps et d'intégrer un écosystème vraiment spécialisé qui lui permettent de développer son réseau. Sur des missions qui font entre 6 mois et 2 ans, on va dire, on peut passer d'un produit e-commerce B2C à
un produit dans l'énergie B2B et finir dans une EdTech par exemple, quoi. Ça en 5 ans, on va dire que c'est moins jouable quand on est dans une entreprise unique, à moins de changer de job en fait, quoi. Donc j'imagine qu'il faut être capable de s'adapter rapidement, mais est-ce qu'il y a d'autres qualités qu'il faut à un product designer ou un product manager pour pouvoir travailler dans un cabinet de conseil en produit comme par exemple XO? Oui, t'as raison, l'adaptabilité c'est super important. Si on reprend nos valeurs, pour rejoindre XO, il faut faire preuve du coup de pragmatisme et d'humilité, on en a parlé. Ensuite, il faut aimer la diversité, il faut être curieux, il faut être ouvert d'esprit, et effectivement, il faut savoir s'intégrer dans une équipe, quoi. Nous d'ailleurs, chez XO, on est en train de développer une méthode d'onboarding pour faciliter le début de mission des consultants, parce que ça, dans le conseil, c'est un des aspects les plus compliqués, qui est aussi un des plus stimulants, hein, finalement, découvrir un nouvel environnement, découvrir un nouveau produit, des nouveaux collègues, mais ça nécessite, en tout cas je pense, de l'accompagnement pour les consultants dont c'est la première expérience dans le conseil. Il y a des boîtes qui ont des onboarding d'1 mois. J'imagine que quand on vient d'un cabinet de conseil, c'est quand même beaucoup plus compliqué de dire le premier mois j'observe. Quelles sont du coup vos astuces pour être efficace beaucoup plus rapidement? Oui, c'est sûr que tu dois vite être, on va dire, opérationnel. Après, les clients savent aussi, en fonction de la complexité du produit, qu'un consultant ne peut pas du jour au lendemain être efficace, tout comme un salarié en interne. Donc, il y a toujours une phase d'onboarding. En règle générale, effectivement, c'est entre 2 semaines et 1 mois. Donc, il y a des best practices, hein, effectivement, savoir où est la documentation, identifier qui sont les parties prenantes à aller se présenter. Il y a quelques choses qui sont identifier les indicateurs, les KPI à suivre sur le produit. Bon, c'est des éléments, effectivement, qui font partie de l'onboarding et que, du coup, on est en train, nous, de formaliser pour que les consultants aient un peu une toolbox d'onboarding sur chaque mission. Et à qui est-ce que tu conseillerais de tenter l'aventure du conseil? Est-ce que c'est plus à des profils juniors qui ont envie de voir plein d'environnements différents pour se faire les dents, ou plutôt à des profils seniors qui ont envie de se challenger en changeant d'environnement régulièrement? Je pense que dans ta question, il y a un peu la réponse, quoi. Il n'y a pas un niveau d'expérience qui permette d'aller travailler dans le milieu du conseil. C'est un domaine qui est ouvert à tout le monde. Voilà, je pense que plutôt c'est à qui je conseillerais pas de faire du produit. Je pense que quand on veut avoir un job stable pendant 3-4 ans sur un même produit, là peut-être que c'est pas vraiment judicieux, mais sinon c'est quand même plutôt un job super attractif, quoi. Pour terminer, est-ce que tu as 3 astuces que tu pourrais donner à ceux qui hésitent peut-être à rejoindre un cabinet de conseil en produit pour que ça se passe au mieux s'ils décident de sauter le pas? Alors 3 astuces, comme ça je vais pas avoir 3 astuces, mais je trouve que effectivement il y a beaucoup d'hésitation à certaines personnes pour basculer dans le conseil. Dans le produit, on dit souvent qu'il faut éviter d'avoir des biais cognitifs. Donc finalement, ce que j'ai envie de dire, c'est mettez de côté les a priori, venez passer les entretiens, allez rencontrer les sociétés qui font du conseil en produit, idéalement XO, hein, évidemment. mais voilà, sautez le pas et puis ensuite vous vous ferez une idée directement et vous allez lever certainement des appréhensions, c'est sûr. Ok, trop bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce calendrier de l'avant du produit. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou un mot de la fin? Merci beaucoup à toi, c'était top. Pas de mots particuliers, juste un coucou à toute la team XO, à mon associé Aurélien évidemment, et puis un joyeux Noël à tout le monde. Et voilà, cet épisode du calendrier de l'avant du produit est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain!